Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française côté sur Euronext. C'est Acteos. Acteos, qu'est-ce que c'est? C'est des préparateurs de commandes, c'est des softwares pour aider les préparateurs de commandes, aider les entreprises telles que Amazon, aider les entreprises qui ont des grosses industries et qui ne s'y retrouvent pas pour les aider. Avant de commencer, je vous fais un disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un produit financier, cette vidéo a seulement pour but éducatif. Je vous fais une analyse graphique, une analyse quantitative, une analyse qualitative et vous récupérez ce que vous voulez. Je ne suis pas garant des performances passées, je ne suis pas garant des performances futures et je ne vous incite pas à acheter quelle action que ce soit. C'est parti, donc on va regarder Acteos. Acteos, voilà, donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Donc on voit une valorisation à moins 31 à peu près sur le PE. On voit un graphique sur 5 ans qui fait à peu près n'importe quoi. Donc vous voyez des ranges à 1,50 €. Elle est montée jusqu'à 4 € et actuellement elle vaut encore 1,50 €. Donc on va regarder tout de suite à quoi elle sert. Donc voilà, logique, logiciel préassemblé. On va regarder sa vue d'ensemble. Donc on a une capitalisation boursière à 5 millions et on voit qu'elle a été fondée en 86 et elle a seulement 90 employés. Donc on voit qu'elle s'engage Management and Mobile Solutions. Et voilà, vous regardez dans ses revenus, Radio Frequency Identification, Mobility et Software. Voilà, donc vous voyez que c'est les deux segments dans lesquels elle opère. Et on voit qu'il y a un moment, Software, c'était surtout la plus grosse partie. Et puis, Radio Frequency, elle arrive. Qu'est-ce qu'on va regarder tout de suite? On va regarder le revenu total. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un revenu total qui continue de monter. On voit que pourtant en 2021, ils ont été survalorisés avec un revenu total qui ne dépassait même pas ceux de 2017. Donc on a un revenu total qui a augmenté de 50% par rapport. On n'a pas les chiffres en semestriel. Hein. Vous voyez que ça s'arrête à décembre. Ce qu'on va voir ensuite, voilà, on va regarder revenu net. Donc on voit des revenus nets qui sont négatifs. Un free cash flow, donc on voit depuis 2021 un free cash flow qui est assez positif. On va regarder ça avec le cash lié aux activités d'exploitation. Voilà, vous voyez que il y a pu avoir jusqu'en 2020 du négatif, mais ensuite en 2021 et en 2022, l'entreprise génère du cash. Maintenant, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash? Donc on a 2 millions. Ensuite, on va utiliser 1 million en investissement. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Achat, vente de placement et dépenses d'investissement ici en immobilisation et en dépenses de capital. D'accord. Donc on a un petit peu d'investissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en cash sur les activités de financement? On retire de la dette. On voit qu'on a émis pas mal de dettes en 2020 parce qu'on ne savait pas comment se financer, mais on voit en tout cas qu'en 2021 et qu'en 2022, on essaie de rembourser un maximum cette dette. On va voir à combien est-ce qu'elle s'élève exactement. On voit une dette totale à 5 millions, mais une dette nette à 2 millions, ce qui doit nous faire à peu près 2,5 en liquidité, je pense. Non, on a en liquidité 3 millions. 3 600 000. Donc on voit les liquidités qu'ils ont un petit peu baissé depuis 2020. On les a vues à 4 600 000 étant donné qu'il y avait eu de la dette qui avait été contractée. Et on voit que la liquidité commence à peu près diminuer parce qu'on ne met pas d'argent dans les caisses. Ce qu'on gagne, vous voyez ce qu'on gagne en cash flow est immédiatement réinvesti. Hein. Vous l'avez vu par exemple ici, on a gagné 2 800 000, on a mis directement 2 millions. Donc voilà, vous voyez là, autre élément financier, activité de financement. Donc on ne pourra pas savoir qu'est-ce que c'est exactement ce 1,5 million ni ce 2,14 millions en 2017. Ce que je veux savoir maintenant, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle vend exactement? Donc on va le voir dans son document universel. Elle est présente dans la distribution alimentaire spécialisée, dans l'industrie et dans l'agroalimentaire. Donc ce qu'on regarde exactement, c'est dans quelle entreprise, c'est assez intéressant. Vous voyez que dans Mondial Relais, avec un très gros nombre de personnes qui travaillent, un très gros nombre de colis qui arrivent, etc. Tous les jours, on peut voir BIC, on peut voir AstraZeneca, on peut voir le groupe Lemoine, on peut voir Paris Store aussi, qui donc doit gérer, etc. On voit Monoprix, donc le groupe Casino, qui est encore partenaire avec eux. On voit... Vous voyez le groupe Leclerc, vous voyez le groupe Bolloré, vous voyez la FDJ, donc même la France, même l'État français a besoin de cette entreprise, donc peut-être qu'elle possède un price power, ça serait intéressant de le voir. Activité RFID, vous voyez que ça représente maintenant 53%, en tout cas en 2022, comparé à avant qui avait pu représenter 30%, et les activités software qui, elles, montent à peu près en lycée, mais les activités RFID, on a pu avoir un plus d'un fois 10. Vous voyez dans quoi est-ce que c'est exactement réparti. On a distribution alimentaire et spécialisée.
Donc ce que j'ai pu vous montrer avec les Paris Store, les Leclerc, les Monoprix, etc. Donc eux, ils arrivent à gérer leur chaîne de production et à l'augmenter. Vous voyez que ça ne bouge pas trop, hein. Vous voyez que l'agroalimentaire et coopératif, c'est un petit peu monté, mais à peine. Répartition du chiffre d'affaires consolidé, donc vous voyez qu'en France et en Allemagne, donc on est aussi présent en Allemagne, c'est assez intéressant. Vous voyez que ça ne change pas trop en termes de pourcentage, hein. Vous voyez que l'Allemagne a un petit peu augmenté, mais c'est assez faible. Qu'est-ce que nous dit le rapport de gestion au 31 décembre, la stratégie et l'objectif 2023? On voit ici la globalisation des sources d'approvisionnement et la complexité des réseaux d'approvisionnement devancent pour la première fois dans l'histoire de l'homme les coûts du développement, de la production des biens et des consommations. Ils ne se placent au même niveau que les coûts marketing et de commerce. Donc ce qu'ils nous disent par là, c'est que l'argent qu'on met pour faire vendre nos produits est autant d'argent maintenant que ce qu'on peut avoir en logistique pour les faire partir. Par conséquent, l'optimisation des coûts de la supply chain est devenue l'élément déterminant dans la composition des entreprises sur le marché globalisé. Donc vous voyez ici, il se place comme un intermédiaire limite pratiquement obligatoire pour toutes ces entreprises. Vous voyez qu'ils sont présents depuis 86 et donc ils nous disent le paradigme du supply chain management du siècle dernier basé sur le traitement en silo des processus de l'achat, vente des produits logistiques est donc révolu. Il doit céder la place à un nouveau paradigme construit autour de la digital supply chain solution, étant donné que eux ils vont leur vendre la solution informatique et aussi la solution pratique. Donc l'entreprise gère les deux niveaux. C'est assez intéressant à voir là et ce sera sûrement, donc on voit la stratégie d'Actos à moyen et long terme et de construire à partir de la vision décrite ci-dessus, une vision, cette vision qui se base sur l'équilibre dynamique des mutations tripartites, technologiques, socio-économiques et organisationnelles inhérentes au degré de maturité du développement des sociétés humaines. On voit ici avec la plateforme Acteo CSM4, Acteos a créé des outils décisionnels indispensables à toutes les entreprises ayant pour objet le développement, la production, la distribution et la vente de biens de consommation afin d'agir directement sur les coûts de la supply chain. Vu qu'on a 29 personnes qui travaillent au Liban pour cette entreprise, je ne sais pourquoi. Ce qu'on peut voir par contre, c'est ici un résultat opérationnel qui est complètement négatif, mais qui était bien plus négatif. Ici en pourcentage de la marge brute on est à moins 1%, donc c'est vraiment assez peu. Ce sont des très très faibles marges étant donné qu'après il faut aussi équiper tout le monde et le temps que les personnes vous payent, etc. C'est assez long pour ce genre d'entreprise là et tu reçois pas forcément un paiement immédiat, il y a des paiements différés. C'est pour ça qu'il y a des fois où là vous avez pu voir un chiffre d'affaires consolidé qui est arrivé d'un coup et vous avez vu d'un coup 7 millions de plus alors que d'habitude on joue que sur des chiffres assez identiques, hein. On voyait que c'est surtout pour du retard, c'est du retard prise dans les prises de commande, c'est du retard dans les paiements, etc. Et donc les paiements échelonnés, tout ce genre de choses là peuvent mettre une entreprise en difficulté et c'est pour ça qu'il faut aussi voir les rapports annuels et pas seulement les rapports trimestriels pour se baser sur une entreprise. Il faut tout regarder. Voilà, c'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.